Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal, les titres de l'actualité. L'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris hier en début d'après-midi fait état de 4 morts dont plusieurs policiers. L'auteur de la tuerie, un agent administratif, est lui aussi décédé. L'hypothèse de la radicalisation est avancée. L'enquête permettra d'en savoir plus sur les motivations de Michael H. À Lannion, des militants ont lutté pour préserver les arbres du jardin public où nicherait une chouette hulotte, une espèce protégée. Nous y reviendrons dans quelques instants. Nous terminerons ce journal par une page sport. Nous ferons le tour des matchs de la Ligue Europa d'hier soir. Le Stade Rennais s'est incliné 2-1 contre le Lazio de Rome. À Lannion, l'équipe va recevoir son premier adversaire après le tirage au sort de la Coupe de France. Nous parlerons aussi des mondiaux d'athlétisme et de rugby. Mais d'abord, une information de dernière minute. On nous a confirmé que la femme de l'assaillant, qui était placée en garde à vue, a déclaré que son mari avait eu des visions la veille. Il avait aussi entendu des voix, selon nos confrères de France Info. Nous suivrons l'évolution de cette information dans nos prochaines éditions. L'attaque à la préfecture a été énormément couverte. Notre reporter Quentin d'Anjou était sur place. Quentin, comment les médias se sont déployés sur les lieux? Entiers ont mobilisé leurs équipes sur place. Télévisions anglaises, russes et même turques ont dépêché leurs journalistes. Dans le cas de BFM TV, 7 équipes étaient sur place, soit plus de 20 personnes au total. L'objectif était de capter le live pour l'antenne ainsi que de collecter les images des conférences de presse. À la fin de la journée, 3 équipes étaient toujours présentes à côté de la préfecture de police de Paris. Une a même pu rentrer à l'intérieur du bâtiment. Cette attaque à la préfecture a aussi généré de nombreuses réactions du gouvernement, dont le président de la République. En déplacement à Rodez pour débattre de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a tenu à s'exprimer sur la tuerie. Ce que je voudrais simplement vous demander, parce que je vois vos visages et moi je peux vous dire j'ai passé 2 heures avec des femmes et des hommes remarquables à la préfecture de police de Paris, qui chaque jour, jour et nuit, font tout pour nous protéger. Pas seulement la région parisienne, mais France entière. Ce serait qu'avant qu'on commence le débat, on se lève tous et on observe 1 minute de silence pour eux, pour leurs familles, pour ceux qui sont tombés, leurs familles et leurs collègues. Je vous remercie. Le président de la République n'a pas été le seul à s'exprimer. Bon nombre des membres de la classe politique et le procureur de la République se sont exprimés hier et ce matin. Vous imaginez bien combien nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite. Et en même temps, l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici, au sein même des locaux de la préfecture de police. Je voulais simplement, devant vous et avec vous, assurer les victimes et leurs familles de toutes nos pensées. Je souhaiterais également dire aux agents et aux fonctionnaires de la préfecture de police qu'ils peuvent être assurés en ces circonstances extrêmement traumatisantes et douloureuses, tragiques, de notre soutien le plus total. J'ai ouvert immédiatement une enquête qui a été confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire. Des chefs d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique et tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Passons maintenant à la revue de presse de Claire Guiffès. Claire, que s'est-il passé dans les médias français? Impossible d'y échapper ce matin, tous les journaux en parlent, l'attaque de la préfecture de police hier qui a fait 4 morts et l'assaillant qui a été abattu. Le Figaro titre son article « Le profil troublant du tueur ». On peut lire dans les colonnes du Canard que sa compagne était elle aussi musulmane, pratiquante selon le voisinage. Le Figaro écarte la piste de différents d'ordre privé, mais se penche plus sur la conversion à l'islam de l'assaillant. En revanche, dans le journal de la Croix, même si l'on évoque la piste terroriste, on indique que plusieurs sources pensent plutôt à un règlement de compte personnel dû à des tensions professionnelles entre l'employé et sa hiérarchie. Des témoins indiquent que l'individu était poussé à bout. Le Monde est prudent quant à cette information de radicalisation. Dans le Parisien, personne n'aurait imaginé Michael dans la peau d'un meurtrier. À noter, d'après le quotidien, ce serait un acte prémédité. Libération met en lumière que ce drame survient au lendemain d'une mobilisation sociale d'ampleur des policiers réunis à Paris pour une marche de la colère concernant notamment leurs conditions de travail.
À lire également dans le Ouest-France, un ex-maire condamné à 4 mois de prison avec sursis après avoir lancé une fausse alerte à la bombe. Le 31 mars dernier à Rennes, l'ex-maire d'une commune près de Saint-Malo, par ailleurs agent SNCF, l'homme ivre ne voulait pas rater son train. Merci Clairvy. Trouble aussi en Espagne à moins de 2 mois des élections. Le gouvernement catalan a jusqu'à aujourd'hui 15 heures pour retirer tout symbole indépendantiste des bâtiments des institutions publiques. Un reportage de Martha. Les drapeaux, les liens jaunes et les banderoles sont les symboles indépendantistes que la Commission électorale espagnole a obligé à retirer. En vue des élections du 10 novembre, s'avise le devoir de neutralité politique que doivent avoir les institutions publiques. Le président de la Catalogne, Quim Torra, est poursuivi pour désobéissance. Dans les dernières élections, il y a 6 mois, Torra avait refusé de retirer une affiche avec un message indépendantiste du balcon du bâtiment central du gouvernement, malgré les demandes de la Commission électorale. La plupart des banderoles réclament la liberté pour les prisonniers politiques. Et ça, c'est aussi l'opinion de 40% des gens. Il semble que pour l'État espagnol, la liberté d'expression soit un problème. Et ils vont utiliser n'importe quelle excuse de révoquer les représentants démocratiquement élus en Catalogne. Dans l'opposition, Pedro Sánchez proposait un dialogue avec les indépendantistes. Il avait vivement critiqué la prise de contrôle du gouvernement espagnol sur l'administration catalane. Mais les sympathisants socialistes se méfient de son approche des partis indépendantistes. Maintenant, près de la campagne électorale, le président en exercice durcit sa position. Pedro Sánchez est prêt à appliquer la loi de sécurité nationale si l'indépendance devient une menace. Dans ce cas, elle s'appliquera immédiatement. Si Sánchez doit appliquer la loi en Catalogne et mettre l'armée à la rue, il le fera. Et leur idée sera de profiter de ce qu'il se passe en Catalogne pour gagner des voix en Espagne. Chaque fois qu'il y a des urnes, il y a des mesures. Étant donné que le gouvernement catalan a déjà désobéi plusieurs fois, il est à espérer que de nouveau la tension entre le gouvernement de Madrid et celui de Barcelone aumente. Les États-Unis ont vendu 150 missiles et 10 lance-missiles à l'Ukraine. La puissance américaine a confirmé la vente pour 39,2 millions de dollars dans un communiqué. Le sujet avait été évoqué le 25 juillet par Donald Trump lors d'une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une enquête est ouverte contre le chef d'État américain en vue d'une destitution. On devrait forcer Adam Schiff à démissionner du Congrès. C'est un loser. On devrait le forcer à démissionner. Il a pris une conversation parfaite, puis il a réalisé qu'il ne pouvait pas la lire devant le Congrès, car c'était une très bonne conversation. Alors il en a inventé une, puis il l'a lue devant le Congrès et devant le peuple américain, et ce qu'il a lu était horrible. Et ses paroles étaient censées être les miennes, mais tout a été fabriqué. Il devrait démissionner dans la honte et franchement, il devrait être considéré comme un traître car il a inventé des paroles au président des États-Unis. La lutte pour préserver les arbres du jardin public de Lannion a du plomb dans l'aile. Jeudi, le permis de construire d'un auditorium pour l'école de musique a été validé par le tribunal et les arbres seront déracinés. Pourtant, hier matin, quelques militants étaient mobilisés pour demander l'annulation du projet. Un reportage d'Achille Dupas. Il est 11h ce jeudi lorsqu'une demi-douzaine de membres de l'association Sauvons les arbres du jardin public de Lannion se rassemblent dans cet espace jouxtant l'ancien tribunal. L'association a déposé un recours mardi auprès du tribunal administratif de Rennes pour une suspension du permis de construire. Ils revendiquent en particulier un article de loi pour faire valoir leur cause. Principe un code de l'environnement qui préconise comme règle de ne pas abattre les arbres. Alors, quand il s'agit, sauf raison de maladie ou de danger précis, mais d'une façon générale, l'abattage d'arbres devrait être une exception. Ça, c'est l'article L353 du Code de l'environnement. D'après les militants, une chouette hulotte, espèce protégée, vivrait dans le parc. Ce sont des oiseaux qui sont inscrits à la Convention de Washington au niveau des espèces protégées annexe A, en France et en Europe. On n'a pas le droit d'intervenir, de détruire leur aire de nidification, leur aire de chasse. La décision du tribunal a été rendue hier soir. Malgré les actions de l'association, le juge des référés a refusé de suspendre l'exécution du permis. Les travaux peuvent donc reprendre dès à présent.
Une nouvelle demande d'annulation du permis sera examinée dans 10 mois. Le Mexique perd son Johnny, le chanteur José José est décédé. Tout un pays pleure le départ de cette figure musicale. Notre correspondante au Mexique, Sabrine Benmoumen, explique l'ampleur du phénomène. Et c'est une triste nouvelle pour le peuple mexicain, puisqu'ils viennent de perdre une icône de la musique mexicaine. José José, de son prénom José Romulo Sosa, est décédé à l'âge de 71 ans ce samedi à Miami. C'est toute la génération mexicaine qui le pleure. Il était connu pour ses ballades romantiques dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, il y a un conflit dans sa famille puisque sa dépouille a été retrouvée seulement hier, sa plus jeune fille ayant refusé de dévoiler l'adresse dans laquelle se trouvait sa dépouille. Aujourd'hui, il y a un litige entre sa famille pour savoir qui va hériter, mais également pour savoir où il sera enterré. Le peuple mexicain souhaiterait avoir sa dépouille évidemment au Mexique, alors que sa plus jeune fille, elle, souhaiterait qu'elle soit enterrée à Miami, là où il a passé ses derniers jours. Un dernier concert lui sera effectué pour lui rendre hommage dans la capitale Ciudad de México, où des milliers de Mexicains sont attendus. Page sport maintenant, et on commence avec la Ligue Europa. Hier soir, le Stade Rennais s'est incliné sur le score de 2-1 sur la pelouse de la Lazio de Rome. Mathieu Faury nous en parle. Et oui Nathan, décidément le Stade Rennais démarre mal sa campagne européenne. Après le match nul 1-1, c'était en septembre, contre le Celtic Glasgow à domicile, les Rennais ont perdu en Italie 2-1 sur le stade olympique de la Lazio Rome. Pourtant, les Rouges et Noirs avaient ouvert le score grâce à leur défenseur Jérémy Morel. Mais c'était sans compter le retour des Italiens avec des buts de Sergej Milinkovic-Savic et Ciro Immobile. Avec ce revers, les joueurs de Julien Stéphan pointent en dernière position de leur groupe avec un seul point en compteur en 2 matchs. Je vous propose d'écouter ce supporter breton. Il faisait partie des 400 supporters rennais présents au Stadio Olimpico de Rome. Alors moi, première mi-temps, franchement, il y avait largement moyen. Il n'y avait pas une équipe qui était plus forte que l'autre. On pouvait en mettre un et on pouvait gagner sur cette première mi-temps. Après, sur la deuxième mi-temps, on est chanceux, on marque ce premier but du coup. Mais effectivement, après, il y a eu les 2 changements de la Lazio à la mi-temps. Et puis on a bien vu que la Lazio, ça poussait de plus en plus. Et que Rennes était recroquevillé en défense et on voyait plus la balle. Et on sentait que la Lazio allait malheureusement marquer. Et la Lazio, sur cette deuxième mi-temps, était quand même meilleur que nous. Après, on a eu quelques occasions, effectivement. Malheureusement, c'est pas rentré dedans, mais c'est comme ça. C'est une défaite à l'extérieur à la Lazio. On reste dans la Ligue Europa, les clubs français ont quand même gagné un point. C'est Saint-Etienne qui était en déplacement sur la pelouse de Wolfsburg en Allemagne. Et les Verts ont fait match nul 1-1. Et selon le journal L'Équipe, pourtant, l'entraîneur Ghislain Printemps devrait être remplacé dès aujourd'hui par Claude Puel. Claude Puel est sans fonction depuis son renvoi du club anglais de Leicester en février 2019. Il pourrait donc prendre la tête de Saint-Etienne dès maintenant. Allez, on reste sur le football des clubs, mais on arrive dans le Trégor. Le club de Lannion découvrait son futur adversaire pour le tirage au sort de la Coupe de France. C'était mercredi dernier. Et on a été voir les joueurs lagnonnais à l'entraînement quand ils ont appris le nom de leur futur adversaire. Chaque club participe à la Coupe de France de football. Qualifié au 5e tour, le Lannion FC attendait de connaître son prochain adversaire. Mercredi, le tirage est tombé en pleine séance d'entraînement. Suspense, car c'est un club semi-professionnel qui aurait pu sortir du chapeau. Avant 20h, le tirage tombe. C'est Locminé que les Trégorois affronteront au 6e tour. Un adversaire de National 3, le même niveau que Lannion. C'est un des tirages les plus compliqués qu'on puisse avoir. Hein. Après, on aurait pu avoir National ou National 2, mais voilà, Locminé, c'est une belle équipe. On a déjà joué ici en championnat, on a fait match nul, mais voilà, c'est une belle équipe. Mais bon, après, voilà, on reçoit, donc c'est toujours un avantage. C'est notre synthétique qui est un peu abîmé. L'an dernier, Lannion avait atteint le 8e tour de la compétition, dernier round avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Mais les Trégorois avaient chuté contre un club de niveau régional. Chaque match a son histoire en fonction du tirage, en fonction de la prestation. Et donc voilà, mais j'ai pas de projection. Vaut mieux des fois jouer à un 6e tour avec une Ligue 2 qu'aller l'année dernière on est allé au 8e tour et on est sorti par une R2 à Longo avec beaucoup de larmes à la fin du match parce que derrière il y a les Ligue 1 qui rentraient et puis à l'image de Pontivy qui reçoit le PSG. Voilà. Le PSG, Lyon, Marseille, tant d'adversaires que Lannion peut affronter s'il atteint les 32e de finale. Pour vivre une plus belle aventure cette saison, la désillusion de l'an dernier doit servir de leçon.
Allez, c'est fini pour le football des clubs. On passe à l'équipe de France qui affrontera l'Islande et la Turquie. Ce sera les 11 et 14 octobre prochains. Et on découvre la liste que Didier Deschamps a choisie pour ces deux matchs. Donc les deux matchs de qualification pour l'Euro 2020 qui aura lieu donc à partir de l'été prochain. On note les retours de certains champions du monde. Steve Mandanda dans les buts, Presnel Kimpembe en défense et N'Golo Kanté au milieu de terrain. Pour ce dernier, bien sûr, il s'agit d'un simple retour de blessure. Par contre, pour Mandanda et Kimpembe, ils reviennent après avoir été écartés pendant un moment par Didier Deschamps. L'équipe de France devra encore composer sans Paul Pogba, qui est toujours touché à la cheville. Il avait déjà loupé le dernier rassemblement. Au programme donc, déplacement le 11 en Islande et réception de la Turquie le 14 octobre. En athlétisme, le bilan des Français est mitigé au Mondial de Doha, Mathieu Faury. Oui, car il y a tout de même eu deux breloques mercredi soir pour le clan tricolore. Sur le 110 mètres haies, d'abord avec la belle médaille de bronze pour Pascal Martino-Lagarde. Le Français termine sur la troisième marche du podium avec un temps de 13 secondes et 18 centièmes. Il termine derrière le Russe Sergei Choubenkov et le nouveau champion du monde américain Grant Holloway. La course a notamment été marquée par la chute à l'avant-dernière haie du tenant du titre sortant Omar McLeod. Martino-Lagarde s'adjuge une nouvelle médaille internationale, un an après la médaille d'or obtenue au championnat d'Europe. Et pour finir cette page sport, rugby avec la Coupe du Monde qui continue au Japon. Oui, Quentin Bigot, lui, a remporté On termine avec l'athlétisme. Là, attends, désolé, j'avais pas terminé. C'est mon erreur, pardon. Quentin Bigot, toujours dans l'athlétisme, il a remporté la médaille d'argent au lancer de marteau. L'athlète français a réussi un jet de 78 mètres 19 lors de son quatrième essai, offrant la deuxième place sur le podium pour 1 centimètre devant le Hongrois Benz Halet qui a fini troisième. Le titre est revenu au Polonais Paweł Fadrzek, désormais quadruple champion du monde. Et donc le rugby, désolé Nathan, encore dans l'athlétisme, la grosse déception de ces championnats du monde côté tricolore, c'est venu du décathlonien Kevin Mayer. Le champion du monde en titre a été contraint à l'abandon au saut à la perche à cause d'une blessure à la cuisse gauche. Dans l'épreuve, c'est finalement l'Allemand Nicolas Kohl qui a décroché la médaille d'or devant l'Estonien Maciej Hubo et le Canadien Damian Warner. Et donc je disais pour finir cette page sport, le rugby avec la Coupe du Monde qui continue au Japon. Oui Nathan, le rugby, enfin, l'Irlande hier, première nation mondiale, s'est facilement imposée contre la sélection russe, 35-0. Le 15 du trèfle s'est une nouvelle fois appuyé sur sa star Jonathan Sexton, qui honorait hier sa 86e sélection en tant que capitaine de l'Irlande. Les Verts ont donc déroulé, infligeant 5 essais à leur adversaire. Et dans l'autre match du jour qui avait lieu hier, les Fidji l'ont remporté 45-10 contre la Géorgie. Les Fidjiens ont dû attendre la seconde période pour se détacher de leur adversaire, infligeant 6 essais aux Géorgiens. L'ailier Semi Radradra s'est notamment illustré en inscrivant 2 essais dans le second acte. Les Fidji sont désormais deuxième du classement du groupe D, derrière le Pays de Galles. Merci Mathieu. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis et nous vous retrouvons très vite pour une nouvelle édition sur Rust TV.